Et donc, la dernière fois, on avait posé une question concernant les apports que la loi marocaine prévoit pour la formation du capital social. C'est-à-dire, on a vu que finalement, lors de la création d'une société, on a besoin d'un capital social. Donc, on avait posé deux questions, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, on a deux questions. La première question, qu'est-ce qu'on peut apporter? Et la deuxième question, qu'est-ce qu'on reçoit en contrepartie des apports? D'abord, on avait dit que selon la loi 1790, donc on peut apporter soit de l'argent, soit des chèques, des traites, c'est ce qu'on appelle l'apport en numéraire. On peut également apporter des biens de toute nature, des biens corporels, incorporels, meubles, ou bien immeubles, c'est ce qu'on appelle les apports en nature. Et on peut également apporter notre savoir-faire et notre expérience, c'est ce qu'on appelle l'apport en industrie. Et puis, je vous ai demandé de consulter la loi 1795, particulièrement l'article 1er. Vous avez lu l'article 1 de la loi 1795. Donc, selon l'article 1 de la loi 1795, le capital d'une société anonyme se compose d'apports en numéraire et d'apports en nature, à l'exclusion de tout apport en industrie. Cela veut dire que selon l'article 1 de la loi 1795, le capital, donc voilà, je vais le mettre, le capital SA, c'est-à-dire une société anonyme, se compose seulement d'apports en numéraire et d'apports en nature. Et donc, quels sont les apports qui ne sont pas admis en cas de société anonyme, s'il vous plaît? Donc, les apports en industrie. Lorsqu'on choisit la forme société anonyme, on n'a pas le droit d'apporter notre savoir-faire ou bien notre expérience. Et qui nous interdit cela, c'est l'article 1er de la loi 1795. Voilà. Ça, c'était donc la réponse à la première question. Lors de la création d'une société, qu'est-ce qu'on peut apporter? Donc, on peut faire soit des apports en numéraire, soit des apports en nature, soit des apports en industrie. Et on vient de voir que les apports en industrie ne sont pas admis en cas de société anonyme. Donc la deuxième question qu'on avait posée, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on reçoit en contrepartie des apports? À votre avis, lorsque un associé fait des apports, qu'est-ce qu'il va recevoir en contrepartie de ces apports? Il reçoit des parts sociales. Donc en contrepartie des apports, donc on reçoit des parts sociales, ce qu'on appelle les parts sociales. Donc ces parts sociales, on les appelle soit des actions. Quand est-ce qu'on parle d'actions? Lorsqu'on a une société de capitaux. Donc en cas de société de capitaux, on appelle les parts sociales des actions. Soit on les appelle tout simplement des parts sociales. Donc on les appelle simplement des parts sociales. Dans quel cas? En cas de société de personnes et de la SARL. De société de personnes et la SARL. Puisqu'on en parle maintenant, qui peut me rappeler les caractéristiques des sociétés de capitaux? Les sociétés de capitaux. Quelles sont les caractéristiques des sociétés de capitaux? Mais avant ça, on avait parlé de l'anonymat aussi. Donc ce sont des sociétés qui se caractérisent par l'anonymat et par la responsabilité limitée. Est-ce que vous pouvez me rappeler les formes juridiques qui font partie de cette catégorie? Les formes juridiques qui font partie de ce capitaux. On a la société anonyme, en commandite par action. Donc on a ça, on l'avait noté. Voilà, je reviens sur cette partie du cours, ici. Donc les sociétés de capitaux, c'est bon? Donc les sociétés de capitaux, qu'est-ce qu'on avait dit? Ils se caractérisent par l'anonymat et par la responsabilité limitée. Et donc dans cette catégorie, on a la société anonyme et on a la société en commandite par action. Par contre, les sociétés de personnes, ils se caractérisent par l'intuitif personnel, c'est-à-dire des relations personnelles, les associés se connaissent personnellement, et par la responsabilité illimitée, c'est-à-dire que les associés sont solidaires en matière de responsabilité. Et quelles sont les formes juridiques qui entrent dans cette catégorie? On a dit qu'il s'agit de la société en non collectif et de la société en commandite simple. Et puis on avait parlé de la société, la SARL, la société à responsabilité limitée. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce qu'on avait qualifié cette forme d'hybride? Pourquoi la SARL est une forme juridique hybride? Monsieur, parce qu'elle a des caractéristiques de la société de personnes et des caractéristiques de la société de capitaux. Oui, quelles caractéristiques de la société de personnes? L'intuitif personnel, monsieur. Voilà, c'est noté. Les relations personnelles. Et la responsabilité limitée. Et la responsabilité limitée. Voilà. Comme dans les sociétés de capitaux. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Donc, je reviens maintenant ici. Et j'ai dit que, en contrepartie des apports, on reçoit des parts sociales. Et ces parts sociales, on les appelle soit des actions. Et donc, en contrepartie des apports, on reçoit des parts sociales. Bien sûr, ces parts sociales, on les appelle soit des actions en cas de société de capitaux, soit tout simplement des parts sociales en cas de société de personnes.
et la SAR. Je donne un petit exemple. Exemple, lors de la création d'une société, les apports étaient les suivants. Je vais vous donner les apports. Donc les apports en numéraire, ils sont faits par l'associé A, l'associé B et l'associé C. C'est-à-dire l'associé A apporte 1 million de dirhams, l'associé B apporte 500 000 dirhams et l'associé C apporte un chèque de 250 000 dirhams. Et puis on a les apports en nature. Les apports en nature. Également l'associé D, l'associé E. Donc l'associé D apporte un local, donc local évalué à 400 000 dirhams. Et l'associé E apporte des matières premières évaluées à 200 000 dirhams. Et on va poser deux petites questions. La première question, quel est le montant du capital? Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi le capital social? Est-ce que vous vous rappelez? Donc, je reviens ici. Voilà. Et donc, si on veut calculer le montant du capital social, donc on va mettre capital, le capital social égal aux apports en numéraire plus les apports en nature. Et là, on n'a pas d'apport en industrie. Donc, on a juste des apports en numéraire et des apports en nature. C'est dans notre exemple. On a 1 million, c'est-à-dire les apports en numéraire, on va les mettre entre parenthèses, c'est 1 million, apporté par l'associé A, plus 500 000 apporté par l'associé B, plus 250 000 apporté par l'associé C. Et puis, on ajoute les apports en nature. Il s'agit d'un local apporté par l'associé D évalué à 400 000 dirhams, d'accord, et de matières premières qui sont évaluées à 200 000 dirhams. Donc on fait le compte. On aura là, pour les apports en numéraire, 750 000, et pour les apports en nature, on aura 600 000 dirhams. Donc, le social, il est égal à combien? 2 millions 350 000 dirhams. Maintenant, la deuxième question. La deuxième question, si la valeur de l'action, c'est la valeur de l'action, est fixée à 100 dirhams. C'est-à-dire là, on a décidé que la valeur de l'action soit de 100 dirhams. Donc, tout d'abord, quel est le nombre des actions qui composent le capital? Donc, la première chose que j'aimerais savoir, donc quel est le nombre des actions qui composent le capital? Est-ce que vous pouvez faire ce calcul? Donc, le nombre des actions qui composent le capital. Donc, comment on va faire pour avoir le nombre des actions composées? Donc, le nombre des actions va être égal, donc le nombre des actions, il est égal au capital social de manière générale. Donc, c'est le capital social sur la valeur de l'action. Et dans notre exemple, on a, donc, le capital social, il est de 2 350 000 dirhams, d'accord? Et la valeur de l'action, il est de 100 dirhams. Et donc là, on aura combien d'actions? 23 500 actions. Donc, comment on peut écrire ça? On peut dire que, donc, le capital social se compose de combien d'actions, s'il vous plaît? De 23 500 actions, d'une valeur de combien? De 100 dirhams chacune. On est d'accord? Est-ce que la réponse à cette question est claire? Oui. Maintenant, une deuxième petite question. Quel est le nombre des actions attribuées en contrepartie des apports en numéraire et le nombre des actions attribuées en contrepartie des apports en nature? Donc, quel est d'abord le nombre des actions, donc des actions attribuées en contrepartie des apports en numéraire?
Donc, en contrepartie, des apports en numéraire. Donc, est-ce que vous pouvez calculer, c'est-à-dire, quelle est la valeur de l'apport en numéraire dans notre exemple? La valeur de l'apport en numéraire est de combien? Il est de 1 750 000. Donc, c'est la valeur des apports en numéraire. Donc, c'est égal à la valeur des apports en numéraire divisé par la valeur de l'action. Et donc, la valeur des apports en numéraire, c'est 1 750 000 dirhams qu'on divise par la valeur de l'action qui est de 100. Et donc, on a 17 500. On appelle, s'il vous plaît, les actions attribuées en contrepartie des apports en numéraire, les actions de numéraire. Donc, on les appelle les actions de numéraire. Et donc, on a 17 500 actions de numéraire. Donc, actions de numéraire. Maintenant, on va faire la même chose pour les actions qui sont attribuées en contrepartie des apports en nature. Donc, quel est le nombre des actions attribuées en contrepartie, voilà, en contrepartie des apports en nature. Je pense que c'est facile, d'accord? Donc, comment on va faire ça? Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la valeur des apports en nature sur la valeur de l'action. Et donc, quelle est la valeur de l'apport en nature dans notre exemple? Donc, à quelle valeur on a évalué les apports en nature? Je reviens ici. 600 000 dirhams. On est d'accord? Et donc, on aura 600 000 dirhams divisé par 100. Et donc, finalement, on aura combien d'actions? On aura 6000 actions. S'il vous plaît. Les actions qui sont attribuées en contrepartie des apports en nature, on les appelle des actions d'apport. Donc, on a 6000 actions d'apport. Voilà. Donc, toute action attribuée en contrepartie d'un apport en nature est appelée une action d'apport. Voilà. Donc, je disais que le capital social, il se composait en fin de compte de 23 500 actions. Donc là, notre conclusion est la suivante. Le capital social se compose, dans ce cas, de 23 500 actions. Et quelles sont les natures des actions? Donc, combien d'actions en numéraire? Donc, 17 500 actions de numéraire. Et combien d'actions d'apport? Et 6000. On a 17 500 actions de numéraire et 6000 actions. Donc, je pense que la réponse à la question concernant qu'est-ce qu'on reçoit en contrepartie des apports. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Quel est le nombre d'actions attribuées à chaque actionnaire? Donc, quel est le nombre des actionnaires dans notre exemple? On a 5. On a A, B, C, D et E. C'est-à-dire, on va devoir déterminer le nombre d'actions attribuées à chaque actionnaire. On est d'accord? L'actionnaire. Tout d'abord, on va commencer par l'actionnaire A. Combien est-ce qu'il a apporté l'actionnaire? Il a apporté 1 million de dirhams. Quel est le nombre d'actions qu'il va recevoir par partie? Donc, ça va être la valeur de son apport sur la valeur de l'action. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est la valeur de l'apport de l'actionnaire A sur la valeur de l'action. Et donc, la valeur de l'apport de A, c'est 1 million. Et la valeur de l'action, elle est de 100. Et donc, l'actionnaire A, il aura combien d'actions? 10 000 actions. S'il vous plaît, il aura 10 000 actions de numéraire ou bien 10 000 actions d'apport. Voilà, 10 000 actions de numéraire. Pourquoi? Parce que son apport numéraire. On va faire la même chose pour l'actionnaire B. Et donc, quel est le nombre d'actions qu'il va recevoir? Donc, 100 000 dirhams. On divise par la valeur de l'action qui est de 100. Et donc, lui, il aura 5 000 actions de numéraire. Et puis, l'actionnaire C, il recevra combien d'actions? C'est 250 000, ça c'est la valeur de son apport, sur la valeur de l'action. 2500, toujours actions de numéraire. Et donc, tous les trois, si on compte le total, donc on va retrouver combien? Donc, on retrouve 17 500 actions de numéraire. 10 000 plus 5 000
plus 2500, ça nous donne 17 500. Donc, qu'est-ce qui reste à attribuer? Les actions d'apport. À qui on va attribuer les actions d'apport? Aux actionnaires D et E. Et donc, l'actionnaire D, toujours c'est la valeur de l'apport sur la valeur de l'action. L'actionnaire D, il a apporté un local. Mais je vais diviser la valeur du local. Et donc, le local était évalué à 400 000 dirhams. Donc, on aura 400 000 sur 100, c'est-à-dire la valeur de l'action. Il aura, en contrepartie de son apport, 4 000 actions. Quelle est la nature des actions qui sont, s'il vous plaît? On les appelle des actions d'apport. Et puis, on a l'actionnaire E également. Il a fait un apport en nature. Et donc, la valeur de son apport en nature, c'est 200 000 dirhams. Il a apporté des matières premières évaluées à 200 000 dirhams. Donc, on divise la valeur de l'apport par la valeur de l'action. Et donc, il recevra, en contrepartie de son apport, 2000 actions. Quelles actions, s'il vous plaît? Donc, des actions. Et donc, si on fait maintenant le compte, on a 4000 plus 2000. On a donc les 6000 actions d'apport. Si je vous demande d'évaluer la part de chaque actionnaire dans le capital social. Une autre question. Évaluer les parts des actionnaires dans le capital social. Monsieur? Oui. Dans les actions D et E, pourquoi on n'a pas fait 4000 actions en nature? Non, parce que selon la loi, on les appelle des actions d'apport. C'est leur nom légal. Les actions qui sont attribuées en contrepartie d'un apport en nature, on les appelle des actions d'apport. C'est comme ça qu'on doit les appeler sur le plan légal. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir quelle est la part de chaque actionnaire dans le capital social. Pour l'actionnaire A, quel est le nombre d'actions que possède l'actionnaire A? Combien est-ce qu'on lui a attribué d'actions, l'actionnaire A? 10 000 actions. On est d'accord? Et le capital social, il se compose de combien d'actions? Il se compose de 23 500 actions. Et donc, pour évaluer sa part dans le capital, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le nombre d'actions qui appartiennent à l'actionnaire sur le nombre des actions totales. D'accord? Et on multiplie par 100. Donc, c'est le nombre des actions qui appartiennent à A, qui appartiennent à l'actionnaire A, sur le nombre des actions totales, des actions du capital social, l'actions qui composent le capital, le capital, et pour avoir un pourcentage, on va multiplier par 100. On est d'accord? Donc, on va faire ce calcul pour l'actionnaire A. Donc, on aura combien? On aura 10 000 sur... Donc, quel est le nombre des actions? 23 000, je pense, c'est ça? On a 23 500. Donc, 23 500 multiplié par 100. Est-ce que quelqu'un peut faire ce calcul pour moi, s'il vous plaît? C'est 40. Monsieur. Combien, s'il vous plaît? 40? 2. 42. Oui, C'est ça? 5. 0,5. Voilà. C'est-à-dire, quoi? Comment on peut lire ce résultat? L'actionnaire A possède 42,5% du capital. Donc, il possède 42,5% du capital. C'est presque la moitié. D'accord? Je prends un nombre. Après la virgule. Pardon? C'est la virgule. Tiens, donc on prend. Oui. Et bien sûr, on doit prendre la virgule. Vous avez arrondi? Un nombre ou bien deux? 2 chiffres après la virgule. Combien vous avez trouvé? 55. Donc 55. On va mettre 55. Voilà. Donc on va mettre 55. Voilà. Pour l'actionnaire B, on va faire la même chose. C'est-à-dire, quel est le nombre d'actions qu'il possède? B, il possède 5000 actions. Donc on aura 5000 divisé par 23 000
500 et on multiplie par 100. Donc ça nous donne combien? Et la part de l'actionnaire B dans le capital, s'il vous plaît? C'est 21,28. 28, monsieur. 21,28. 28, oui. C'est ça? On fait la même chose Oui, pour l'actionnaire. Pour l'actionnaire C. Donc l'actionnaire C, la même chose. Donc on va calculer sa part. Ben, il a combien d'actions l'actionnaire C? Il a 2500. Donc on va mettre 2500 sur 23 500 et on multiplie par 100. Et donc il aura une Ça donne 10,64. 10,64 et ainsi de suite. On va faire la même chose pour l'actionnaire D. On va calculer sa part. Donc D, il possède 4000 actions, c'est ça? Donc on va mettre 4000 divisé par 23 500. Et on multiplie par 100. Donc ça nous donnera combien? 17,02. 17,02%. Et enfin, on a l'actionnaire E. On va calculer sa part dans le capital social. Il possède combien d'actions, l'actionnaire E? Il possède, voilà, 2000. Il possède 2000 actions. Donc, on va mettre 2000 divisé par 23 500 multiplié par 100. Donc, ça nous donne 8,51. 8,51. Voilà. Et voilà donc la réponse aux deux grandes questions. Qu'est-ce que les associés peuvent apporter lors de la création d'une société et qu'est-ce qu'ils reçoivent en contrepartie de leurs apports. Et donc on a dit qu'ils peuvent apporter soit des apports en numéraire, soit des apports en nature, soit finalement des apports en industrie. Et puis on avait précisé que les apports en industrie ne sont pas acceptés et on choisit la forme société anonyme en vertu de l'article 1 de la loi 1795. La deuxième question, qu'est-ce que les associés reçoivent en contrepartie de leurs apports? On a dit qu'ils reçoivent des parts sociales. Et ces parts sociales, on les appelle soit des actions, lorsqu'on a une forme juridique qui fait partie des sociétés de capitaux, telles que la société anonyme et aussi la société en commandite par action, soit on appelle ces parts sociales tout simplement des parts sociales, lorsqu'on a une forme juridique qui relève des sociétés de personnes, telles que la société en nom collectif, ou bien la société en commandite simple, et aussi la société à responsabilité limitée. Et on a vu, à travers un exemple, comment on détermine le nombre d'actions à attribuer à chaque actionnaire et comment on calcule la part de chaque actionnaire dans le capital social. Est-ce que vous avez des questions sur ces points, les points que je viens de rappeler? Des questions? Parce que je vais passer maintenant à autre chose. Mais je ne vais pas passer si vous avez encore des questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Je n'entends rien. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Bien. Bien. Et donc là, on va lire. S'il vous plaît, est-ce que vous avez vos téléphones portables à côté de vous? Ou bien vous travaillez, je pense, sur vos téléphones portables? Oui, monsieur. Nous travaillons parce que je vais vous demander de chercher la loi 1795, l'article 21. Est-ce que vous pouvez faire ça en même temps? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez. Et donc, on va maintenant, l'étape suivante, on va lire l'article 21 de la loi 1795. Allez-y, je vous donne un peu de temps pour chercher cet article. Dites-moi si vous le trouverez. Donc, Gouliar, on l'a trouvé. Monsieur, je l'ai trouvé. Bon,
Oui. monsieur. Bon. Et donc, si vous voulez bien suivre sur l'article, qu'est-ce qu'il nous dit l'article? Il nous dit le capital social doit être intégralement souscrit. C'est ça? Sinon, la société ne peut être constituée. Et donc, la première question à laquelle on va devoir répondre, quelle est cette opération de souscription qui doit être intégrale? Et si la souscription n'est pas intégrale, la société ne peut pas être constituée. Ça peut être un blocage pour la constitution d'une société. Et donc là, d'abord, la première question qui se pose, concerne la souscription. C'est quoi donc la souscription? On est d'accord? On poursuit la lecture de l'article 21. Toutefois, les actions représentatives des apports en numéraire peuvent être libérées du quart au moins de leur valeur. C'est ça? Est-ce que, parce que moi je n'ai pas l'article devant moi, je peux ne pas dire exactement les choses comme elles sont. Est-ce que c'est ça, s'il vous plaît? Oui, monsieur, c'est ça. Donc, toutefois, les actions représentatives des apports en numéraire peuvent être libérées du quart au moins de leur valeur. Car le surplus sera versé en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou directoire dans un délai qui ne doit pas dépasser 3 années. C'est ça? À partir de l'immatriculation au registre de commerce. Oui. Donc, la deuxième question qui se pose, c'est la libération. Bien sûr, selon l'article 21, on parle d'une libération partielle. Parce qu'il nous dit toutefois, les actions représentatives des apports en numéraire peuvent être libérées du quart, vers 25%. Donc, c'est possible. Donc, c'est quoi donc la différence entre la souscription et la libération? Et si maintenant on a opté pour une libération partielle, ce qui reste, c'est-à-dire ce que la loi, ce que l'article 21 appelle le surplus, il peut être versé en une ou plusieurs fois sur demande. C'est-à-dire, c'est le conseil d'administration qui va demander. Et donc là, la deuxième question à laquelle on va répondre, c'est ce qu'on va appeler un appel. C'est quoi un appel? Allez. Donc déjà, nous allons devoir préciser les significations respectives de ces 3 opérations. La souscription, la libération et l'appel. On va préciser leurs caractéristiques juridiques et puis on va essayer de voir comment enregistrer ces opérations en comptabilité. Voilà donc ce que je vous propose comme élément pour aujourd'hui. Donc, on va essayer maintenant de définir la souscription, préciser les caractéristiques juridiques de la souscription et voir comment enregistrer comptablement la souscription. Et on fera la même chose pour la libération et puis la même chose pour l'appel. Est-ce que c'est clair? Est-ce que Monsieur. ce que nous allons... Oui, monsieur. Vous avez une question? Est-ce qu'il y a une question? Et donc, tout d'abord, on va commencer par la souscription. Et donc, en fait, la souscription, on peut la définir comme une promesse d'apport. Donc, la souscription est une promesse d'apport. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au moment de la souscription, les associés, ils n'apportent rien. Ils font juste une promesse d'apporter. D'accord? Ils vont juste promettre d'apporter. Et bien sûr, cette promesse doit être écrite. Et l'écrit se concrétise par la signature des statuts ou bien la signature des bulletins de souscription. Et donc, là, c'est une promesse d'apport. D'accord? Cette promesse doit être écrite. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire une promesse verbale. ما خصهاش تكون شفهية، خصها تكون كتابية. D'accord? وعد كتابي.
Voilà. Je vais le mettre ici. Wad kitabi. Donc cette promesse doit être écrite. Donc l'écrit. Où est-ce qu'on va mentionner cette promesse? J'ai dit soit à travers la signature des statuts ou la signature de ce qu'on va appeler les bulletins de souscription. Et donc voilà, j'ai oublié de mettre cette promesse. J'ai dit 7 doit être. Voilà, je vais mettre cette promesse. Donc cette promesse doit être écrite. Soit par la signature des statuts, voilà, soit par la signature d'un bulletin de souscription. Bien. Là, un goulot, wad, Italie. Pourquoi, à votre avis, tout d'abord, j'ai deux questions à vous poser. Si vous pouvez donc me donner des réponses, ça sera bien. Pourquoi, tout d'abord, on a besoin d'une promesse d'apport? Pourquoi est-ce que les associés ne doivent pas apporter du premier coup? Pourquoi est-ce qu'on doit passer par cette étape de promesse d'apport, à votre avis? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que quelqu'un n'a pas oublié de désactiver son micro? Donc, il est prié de le désactiver, sauf s'il veut prendre la parole, s'il vous plaît. Il y a des échos insupportables. Merci. Et donc, je disais, pourquoi on a besoin d'une promesse d'apport? Pourquoi les associés ne peuvent pas apporter directement, sans passer par une promesse d'apport? À votre avis? Oui? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. لأن j'ai besoin de savoir واش أنا كنتكلم بوحدي ولا كتصنتوا ليا. C'est un problème. C'est un problème que j'ai. Je ne sais pas, est-ce que je suis en train de parler tout seul? Est-ce que vous suivez le cours? Si je suis en train de parler tout seul... On vous suit. Bien. Bien, très bien. Et donc, j'ai posé une question. Et lorsque je pose une question, on n'a pas la réponse. S'il vous plaît, on doit se mettre d'accord sur cette démarche. Lorsque je pose une question, c'est tout d'abord pour savoir si vous êtes toujours là. C'est pour savoir si vous êtes toujours là. Et ensuite, c'est pas pour vous impliquer dans le cours. Vous êtes d'accord ou non? Oui, monsieur. Bien. Et donc, j'ai posé une question. Pourquoi, à votre avis, les associés doivent faire une promesse d'apport et non pas apporter directement? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par cette première étape? Oui, monsieur. Oui. C'est comme preuve, non? Pardon? C'est comme? Preuve. Mais non? C'est quoi? Preuve. Une preuve. Une preuve. Oui, mais si j'apporte, ça sera mieux. Ça sera encore mieux. Pourquoi je dois passer par la promesse d'apport d'abord? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait attention à l'article 21? Qu'est-ce qu'il nous dit, l'article 21, s'il vous plaît, qu'on avait lu? Il nous dit,
le capital doit être intégralement souscrit. Sinon, si le capital n'est pas intégralement souscrit, la société ne peut être constituée. On est d'accord ou non? Par exemple, je vous explique. Par exemple, on a prévu, donc ça c'est un exemple que je donne, on a prévu un capital social composé de 100 000 actions. C'est ça donc ce qu'on avait prévu comme capital. Un capital social composé de 100 000 actions. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va publier une annonce dans un journal d'annonce légale, comme quoi les 100 000 actions sont en vente. Bien sûr, pour acheter ces actions, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme moyen pour acheter? Soit des apports en numéraire, soit des apports en nature. Maintenant, pourquoi est-ce que tout d'abord, je vais me contenter d'une promesse d'apport? Parce que, selon la loi, je suis obligé de vendre les 100 000 actions. Parce que si je ne vends pas les 100 000 actions, je n'ai pas le droit de poursuivre l'opération de création. Parce que la loi, qu'est-ce qu'elle me dit? Le capital doit être intégralement souscrit. Sinon, la société ne peut être constituée. Maintenant, lorsque moi j'ouvre le capital, lorsque je propose les 100 000 actions à la vente, je reçois les offres. Je reçois les offres. Par exemple, l'actionnaire A, il souscrit par exemple à 40 000 actions. Combien est-ce qu'il me reste encore d'actions? Donc, si l'actionnaire A souscrit à 40 000 actions, donc combien est-ce qu'il me reste encore d'actions? 60 000. 60 000. Par exemple, l'actionnaire B, il souscrit à 10 000 actions. Donc, il me reste encore 50 000. L'actionnaire C, il souscrit à 5 000 actions. Et ainsi de suite. Quand est-ce que je vais passer à l'étape suivante? Lorsque le total des souscriptions atteint combien? Lorsque le total des souscriptions atteint 100 000 actions. Si je n'arrive pas à 100 000 actions, je ne peux pas passer à l'étape suivante. Et c'est pour cette raison que, qu'est-ce que je vais demander aux souscripteurs? Vous allez juste me faire une promesse d'apport. Si on arrivera à 100 000 actions, je vais vous appeler pour concrétiser votre promesse. Et si on n'arrivera pas... Oui, monsieur. Oui. Est-ce que la promesse d'apport est un document? Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit. Cette promesse doit être écrite, soit par la signature des statuts, soit par la signature d'un bulletin de souscription. Il doit être écrite, et non pas verbal. C'est clair? Donc c'est une promesse écrite, et non pas une promesse verbale. La promesse doit être écrite. Et donc, je disais que si on n'atteint pas 100 000 actions souscrites, on n'a pas le droit de passer à l'étape suivante. Qui nous interdit de passer à l'étape suivante? C'est l'article 21. Qu'est-ce qu'il nous dit l'article 21? Le capital doit être intégralement souscrit. Sinon, la société ne peut être constituée. Est-ce que vous avez compris? Et donc, c'est pour cette raison que, comment on va faire? On va tout simplement demander aux souscripteurs de faire des promesses d'apport. Ils vont rien apporter. Ils vont faire juste des promesses. Bien sûr, leurs promesses doivent être écrites, comme je viens de le préciser. Donc, ils vont faire des promesses d'apport. Une fois on a des promesses d'apport concernant toutes les actions, dans ce cas, on va passer à l'étape suivante. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai dit que la souscription est une promesse d'apport. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi la souscription est considérée comme une promesse d'apport? Donc, la souscription est une promesse. Bien. Il doit être, comme je viens de le dire, écrite. Première caractéristique, doit être écrite.
La souscription, s'il vous plaît, je viens de le dire, je vous demande juste de me rappeler qu'est-ce que je viens de dire. Est-ce que la souscription doit être intégrale ou bien est-ce qu'il peut être partiel? Est-ce qu'il doit être intégral? Intégral. Donc, la souscription doit être intégrale. Donc, la souscription doit être intégrale. Qu'est-ce que j'entends par la souscription doit être intégrale? Qui peut m'expliquer, s'il vous plaît, que signifie cela? La souscription doit être intégrale. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, j'attends. Intégrale, ce que tu dis. Maintenant, le capital fait 10 000 actions. Quand est-ce que je vais dire que la souscription est intégrale? Lorsqu'on vend tout le monde. Non, lorsqu'on a des promesses d'apport. Lorsqu'on a des promesses d'achat. Des promesses d'achat concernant toutes les... C'est un montant total. On ne peut pas promettre un montant partiel. Voilà, et donc la souscription doit être intégrale. Donc, voilà la souscription. Donc, la souscription est une promesse d'apport, d'accord? Il doit être écrite, il doit être intégral. Donc, la souscription, c'est une promesse d'apport, il doit être écrite, bien sûr, il doit être écrite où? Soit dans les statuts, soit dans un bulletin de souscription. Et S'il vous plaît, il monsieur. doit être... Oui, mademoiselle, oui. Monsieur, est-ce que dans ce statut, on trouve des articles qui sont notés? Dans les statuts, on trouve quoi? Des articles, où il y a des articles. Bien sûr, les statuts, c'est quoi en fait les statuts? Les statuts, c'est l'ensemble des règles qui vont permettre d'organiser le fonctionnement interne d'une société. Les statuts, voilà le canon de la société. Notez bien, là, vous avez bien fait de poser la question, bien, les sous-outils. Donc les statuts, qu'est-ce qu'on entend par les statuts? Dawa, l'arabia, le canon, dakhili. D'accord? Il y a les statuts. Ensemble des règles sur lesquelles les associés se mettent d'accord au début. Mais des règles, ou les règles, ils vont devoir les respecter par la suite pour le fonctionnement de la société. Donc c'est un ensemble, de règles, voilà, des règles, donc sur lesquelles, donc un ensemble de règles sur lesquelles les associés sont d'accord. Donc un ensemble de règles sur lesquelles les associés sont d'accord lors de la création. Voilà. Les statuts. Oui, monsieur, merci. C'est un ensemble de règles. هو القانون الداخلي. القانون ديال la société بوحدها. مثلا ملي كنقول لكم la loi 1795 c'est une loi qui concerne toute société. متفقين؟ Les statuts هو قانون خاص غير بهذيك la société بوحدها. C'est-à-dire بأن les statuts de la société X n'ont aucun pouvoir sur la société Y. فاهمين معايا ولا لا؟ Est-ce que c'est clair? Oui, Mais monsieur. par contre, lorsque je parle de la loi 1795, داكشي اللي كاين في la loi 1795 est obligatoire pour les sociétés. C'est ça donc la différence entre la loi et les statuts. Les statuts, c'est une loi interne, si vous voulez. C'est une loi interne. Et donc là, bien sûr, concrètement, un document, boraq. Et bien sûr, les cas de la souscription, quelqu'un que tu fais les statuts, qui mentionne ton nom et tu fais ta signature. C'est-à-dire la promesse de souscription. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci. Donc maintenant, Oui, monsieur. on va essayer de voir comment enregistrer comptablement la souscription. Donc l'enregistrement comptable, si vous voulez, comptable.
Donc, on dit la définition, en gros, il y a petit a, si vous voulez, la définition, et petit 2, enregistrement comptable de la souscription. Bien. J'espère que vous avez vos plans comptables à côté de vous. Est-ce que vous les avez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, Donc, monsieur. on va parler maintenant d'enregistrement comptable. Lorsque, le début du cours, lorsqu'on avait défini la comptabilité des sociétés, ici, et donc on avait dit, voilà, la comptabilité a deux rôles. Il permet d'enregistrer les opérations, il permet d'établir les états de synthèse. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'enregistrement des opérations. Chaque opération porte sur deux flux économiques. Les flux réels, c'est l'ensemble des biens et des services, et les flux financiers, c'est l'ensemble des moyens de paiement. Et donc, pour enregistrer une opération, on a besoin d'enregistrer le mouvement des flux réels et le mouvement des flux financiers. Et ces mouvements sont toujours opposés. Si le flux réel entre, le flux financier sort. Et si le flux financier sort, le flux réel entre. Et donc, lorsqu'on débite un compte, on doit créditer un autre compte. Et ainsi de suite. Donc, on avait dit que ce qu'on appelle la règle de la partie double. C'est ce qu'on va appliquer maintenant. Vous êtes d'accord? Et donc, on va enregistrer la souscription conformément à la règle de la partie double. Bien. Donc, voilà. Lorsqu'on dit la souscription est une promesse d'apport, donc la souscription est une promesse d'apport. Lorsque vous faites une promesse à quelqu'un, vous faites une promesse à quelqu'un, ce que vous promettez, vous allez devoir l'apporter. D'accord? C'est-à-dire que par la suite, vous allez devoir concrétiser votre promesse. C'est-à-dire que comptablement, lorsqu'on fait une promesse à quelqu'un, nous, on a une dette envers cette personne. Mais nous, on ne tient pas la comptabilité du souscripteur, on tient la comptabilité de la société. Donc, ce qui est dette pour le souscripteur est créance pour la société. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair ou non, mais je vais essayer de le dire d'une autre façon. Je fais la promesse d'apporter 100 000 dirhams, par exemple. Je fais une promesse d'apport de 100 000 dirhams. Et puisque la promesse, elle est écrite, j'ai dit que la promesse doit être écrite. Cela veut dire que, à partir de la signature, j'ai une dette envers la société. Et donc, la société, elle a une créance sur moi. D'accord? Il y a 100 000, il y a 100 000. Et donc, pour la société, la souscription est une créance. Et donc, puisque la souscription est une promesse, donc au niveau comptable, il correspond en fait à quoi? Il correspond à une créance de qui sur qui? Une créance de la société en formation. La société n'est pas encore constituée, elle est en formation. Donc, c'est une créance de la société en formation sur qui, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire sur qui? Sur son créancier. Sur le souscripteur, s'il vous plaît. Sur le souscripteur. Et donc, la souscription, comptablement, elle représente quoi? Une créance de la société en formation sur le souscripteur. C'est-à-dire, le souscripteur, c'est celui qui fait la promesse. Souscripteur. Et donc, les créances, bien sûr, comme vous le savez, au niveau du plan comptable, les créances sont enregistrées dans la rubrique 34. Donc, je vous prie d'ouvrir, s'il vous plaît, vos plans comptables au niveau de la rubrique 34. Est-ce que vous avez les plans comptables à côté? Oui, monsieur.
Bien. Oui, monsieur. Voilà, donc ouvrez vos plans comptables au niveau de la rubrique 34. Vous l'avez trouvé? Oui, monsieur. Créance Donc, d'actifs circulants. Et donc, c'est une créance sur qui? J'ai dit, c'est une créance de souscripteurs. Les souscripteurs, ceux qui vont apporter, ils seront qui plus tard? Ils seront des associés. Et donc là, on a une créance sur les associés. Et donc, le poste que nous allons devoir utiliser, c'est le poste 346. Donc, compte d'associés débiteurs. On est d'accord? Donc, le 346, compte d'associés débiteurs. Seulement, le problème qu'on a maintenant, on va essayer de résoudre, dans le poste 346, on a deux comptes. On a le compte 3461 et le compte 3462. D'accord? Comment est intitulé le compte 3461? Associé, compte d'apport en société. En société. Voilà. Et le compte 3462, actionnaire, capital souscrit, après et non versé. Non versé. On a deux interprétations possibles. Donc, là, la première interprétation. Certains auteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Le compte 1461. Puisqu'on parle d'associés. Donc, associés, on t'apporte en société. Dans quelle forme juridique de société on appelle les associés des associés? Donc, on les appelle des associés dans les sociétés de personnes et dans la SARL. Et donc, pour les partenaires de cette première interprétation, le compte 3461, il est utilisé pour enregistrer la souscription dans les sociétés de personnes et dans la SARL. On est d'accord? Et donc, le 3461 est utilisé. Donc, il est utilisé en cas de société de personnes et à SARL. On est d'accord jusqu'à maintenant. Et puis, on a le compte 3462. Comment est-ce qu'il est intitulé par le plan comptable, le compte 3462? Actionnaire, capital, souscrit, appelé et non versé. Donc, dans quelle forme juridique de société on appelle les associés des actionnaires? C'est dans les sociétés de capitaux. C'est pour cette raison que pour les partisans de cette première interprétation, le compte 3462, il est utilisé en cas de société de capitaux. Il est utilisé en cas de société de capitaux. Maintenant, il y a une deuxième interprétation. On a une deuxième interprétation. Donc, la deuxième interprétation, il nous dit, le capital social, il se compose d'apports en numéraire, d'apports en nature et d'apports en industrie. Quels sont les apports qu'on peut libérer partiellement? Ce sont les apports en numéraire, conformément à l'article 21 qu'on a lu. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le compte 3461, d'accord, il est utilisé en cas d'apport en nature et d'apport en industrie. Donc, il est utilisé en cas d'apport en nature et en industrie. Par contre, le compte 3462 est utilisé en cas d'apport en numéraire. En cas d'apport en numéraire. Bien. Maintenant, nous, ce qu'on va
retenir la première interprétation ou bien est-ce qu'on va retenir la deuxième interprétation? Personnellement, je suis pour la première interprétation. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, d'autres professeurs, ils peuvent opter pour la deuxième interprétation. Mais dans mon cours, moi, je préfère la première interprétation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que voilà ce que nous, on va retenir. Je vais même le mettre, le colorier. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que dans ce qui va suivre, lorsqu'on a une société de personnes ou bien une SARL, la souscription, on va l'inscrire dans le compte 3461. Et lorsqu'on a une société de capitaux, telle qu'une société anonyme, la souscription, on va l'inscrire dans le compte 3460. D'accord? La contrepartie maintenant, il dit la partie de oui. Et donc, je débite le compte 3461 ou le compte 3462. Et avec ces apports, qu'est-ce que j'aurai moi comme société? J'aurai un capital social. Et donc, les apports, ils vont me permettre d'avoir un capital social. Et donc, la contrepartie, c'est le capital social. Et donc, l'écriture de la souscription est la suivante. L'écriture de la souscription est la suivante. Voilà. Je vais utiliser le journal pour l'écriture. Et donc, on débite le compte 3461 ou bien 62, d'accord, de la valeur de la somme des apports. Tous les apports, pour nous, il n'y aura pas de distinction. Et on crédite le compte 1111, capital social. Donc, capital social, du même montant. Et comme pièce justificative, qu'est-ce qu'on va mettre ici? C'est-à-dire, quelle est la preuve, s'il vous plaît? J'ai besoin de prouver quoi? J'ai besoin de prouver que le capital... Oui, le libellé. Le libellé, c'est une pièce justificative, c'est un moyen de preuve. Qu'est-ce que j'ai besoin de prouver ici? J'ai besoin de prouver que le capital était totalement souscrit, intégralement souscrit. Donc, quel est le document que je dois présenter pour prouver que le capital est totalement souscrit? Le document de souscription. Bulletin de souscription. Les statuts et les bulletins de souscription, les deux. Donc là, on va mettre statut, donc les statuts et les bulletins de souscription. Voilà. Bien, je vous donne un exemple. Soit une SA créée avec un capital composé de 100 000 actions de 500 dirhams. D'accord? Les apports en nature sont évalués à 2 millions de dirhams. Donc la première question, quel est le montant du capital? Est-ce que vous pouvez me dire quel est le montant du capital, s'il vous plaît? Oui? Donc, quel est le montant du capital de cette société? Comment est-ce qu'on obtient le montant du capital? C'est 100 000 divisé par 500. Non, 100 000 fois 500. Multiplié par 100 000 fois 500 plus 2 millions. Non, non, mademoiselle. Pourquoi plus 2 millions? Le capital, il est composé de 100 000 actions. Tous les apports. Est-ce que c'est clair? Ah oui, désolé monsieur, oui, c'est bon. Et donc, le capital social, il est égal, en réponse à la première question, donc le capital social
il est égal à 100 000 multiplié par 500. Soit combien, s'il vous plaît? 50 millions. Donc, 50 millions. Voilà la réponse à la première question. La deuxième question. Quel est le nombre des actions d'apport? Quel est le nombre des actions d'apport? C'est quoi tout d'abord une action d'apport, s'il vous plaît? C'est quoi une action d'apport? C'est une action de nature. Voilà. Donc, quel est le nombre des actions d'apport? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? C'est 2 millions sur 500. Voilà. Donc, les actions d'apport égale 2 millions sur 500. Et donc, je vois combien d'actions d'apport, s'il vous plaît? Combien d'actions? Oui. Non. C'est 4000. 4000. Donc, 4000, monsieur. Action. 4000, monsieur. Action d'apport. Troisième question. Quel est le nombre des actions de numéraire? Donc, quel est le nombre des actions de numéraire? Qui peut répondre à cette question? Comment je peux avoir le nombre des actions numéraires? Deux façons. Je peux l'avoir ça de deux façons. Tout d'abord, j'ai le capital se compose de combien d'actions? 100 000. D'accord? Et donc, on a... Monsieur, s'il vous plaît, on n'arrive pas à voir l'écran. Vous ne voyez plus l'écran? Non, monsieur. Voilà, je vais essayer de voir. Et pourtant, Moi, je vois l'écran, monsieur. c'est ça? Il y a partage d'écran. Oui. Monsieur, moi, je vois l'écran. C'est ça. Donc, il y a un problème pour vous, mademoiselle. Non, monsieur, moi aussi, monsieur. Non, monsieur, moi aussi je vois l'écran noir. Mais les autres, ils arrivent à voir l'écran. Moi, j'ai ici partage d'écran. Non, monsieur, on n'arrive pas à le voir. Monsieur, là, l'écran noir, monsieur, je vois l'écran. أنا غادي نعاود نشوف. Je vais revoir ça. J'arrête. Voilà, je reprends. Et maintenant? Maintenant, vous arrivez à voir l'écran, s'il vous plaît? Pas encore, monsieur. Oui, c'est bien pour moi. Non, pas encore? Non, je pense qu'il faut actualiser la page. Je sais pas, mais... Monsieur, on voit l'écran, monsieur. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Maintenant, c'est bon. C'est bon? Bien. Oui, c'est bon maintenant. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, monsieur. Non, pour moi, je vois rien. Pour ceux qui ne voient pas l'écran, essayez d'actualiser la page. أنا راه ما عندي ما ندير دابا ما جو سي با أنا درت partage d'écran. Bien. De toute façon, la séance elle est enregistrée. Elle est en cours d'enregistrement. Oui. Oui, monsieur. Bien. Et donc, on va répondre à cette troisième question. Donc, quel est peut-être parce que le temps de la séance est, je ne sais pas. Si
à cause de ça, parce qu'on doit terminer à 17h45, c'est ça? Oui, monsieur. Donc on répondra à ces questions, puis on va arrêter la séance. Donc s'il vous plaît, désactivez les micros. Désactivez les micros s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc quel est le nombre des actions de numéraire? J'ai dit qu'on a deux façons d'avoir le nombre des actions de numéraire. Donc on a le capital social, se compose de combien d'actions? Donc le capital social se compose de 100 000. C'est ça? 100 000 actions. On a déjà trouvé le nombre des actions d'apport. Donc 4 000 actions d'apport. Et donc, puisque c'est une société anonyme, est-ce qu'on a le droit d'avoir des apports en industrie? Non. Et donc, toutes les actions qui restent sont des actions de numéraire. Soit combien d'actions, s'il vous plaît? 100 000 moins 4 000. Donc, 96 000, c'est ça? 96 000 actions de numéraire. Oui. Et donc, je peux mettre, là, ça c'est la première méthode, pour avoir le nombre des actions de numéraire. Ou bien, on a une autre façon, deuxième, ou bien, je peux trouver une autre façon. Donc, le capital social, est égal. Combien est-ce qu'on avait trouvé pour le capital social? 50 millions, c'est ça? 50 millions? 50 millions. Oui. Il est égal à quoi? Il est égal aux apports en nature. En numéraire et aux apports en nature. Les deux. Les apports en numéraire. Nous, on a déjà le montant des apports en nature. 2 millions, c'est ça? Oui. Donc, plus les apports en numéraire. Et donc, je peux calculer les apports en numéraire facilement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 50 millions moins 2 millions. Donc, 48 millions. Oui. 48 millions, c'est le nombre des apports en numéraire. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le nombre des actions en numéraire est égal à combien? Les actions en numéraire, c'est la valeur de l'apport en numéraire, c'est-à-dire 48 millions, sur la valeur de l'action. Et la valeur de l'action, elle est de 500 dirhams. Ce qui nous donnera exactement, vous calculez s'il vous plaît, 96 000 actions. Est-ce que vous avez compris les deux méthodes? Oui, monsieur. Bien. La troisième Mais question, la deuxième méthode, monsieur, c'est mieux. comme vous voulez. Donc, la quatrième question, enregistrer la souscription. Donc, la quatrième question, enregistrer la souscription. Et donc là, pour enregistrer la souscription, on va opter pour la première interprétation. Et donc, je reviens aux interprétations ici. Le compte 3461 est utilisé quand? Lorsqu'on a des sociétés de personnes, de SARL. Et le compte 3462, il est utilisé lorsqu'on a des sociétés de capitaux. Dans notre exemple, quelle est la forme juridique de la société? Donc, on a dit soit une société anonyme. Oui, c'est D'accord? Une société anonyme. Et donc, est-ce qu'on va utiliser le compte 3461 ou le compte 3462? Deuxième. Donc, le compte 3000. Et donc là, on va diviser le compte 3462 de combien? De la somme des apports. C'est-à-dire les apports en numéraire plus les apports en nature. Donc, soit 50 millions. Et on va créditer le compte capital social également de 50 millions. Et comme pièce justificative, on a dit, c'est les statuts et les bulletins de souscription. Voilà. J'espère que c'est clair, s'il vous plaît. Oui, monsieur. La séance prochaine, Inch'Allah,
on va parler de la deuxième opération. Voilà. Là, on a parlé de la souscription. Là, je vais mettre en couleur pour l'enregistrement. Voilà, la souscription. Voilà. Là, la deuxième opération, la libération. Je vous demande de faire une petite recherche. Vous l'avez pas faite pour l'article 1. Alors, je ne suis pas très content de vous. Je vous ai demandé de lire l'article 1, mais vous ne l'avez pas lu. Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, de faire une petite recherche sur la libération. Est-ce que vous allez faire cette recherche? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous faites la promesse d'essayer de chercher. Voilà, la libération. Donc, ça va être objet de la séance prochaine. On va parler de la libération. C'est-à-dire, c'est quoi la libération? Quelles sont les caractéristiques juridiques de la libération? Et comment enregistrer comptablement la libération? Voilà. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le mercredi prochain. Oui, mademoiselle. Monsieur, où peut-on trouver le cours? Où Pardon? peut-on trouver le cours? Je vais vous envoyer le cours avec les exercices. J'avais déjà parlé de ça la première séance. Vous aurez le cours avec les exercices. Mais seulement, je n'ai pas ce premier chapitre. Donc, le cours à partir du deuxième chapitre. Donc, je vais vous envoyer avec les exercices et les corrections. C'est bon? D'accord, monsieur. Voilà. Donc, à la semaine, au mercredi prochain, Inch'Allah. Au revoir. Monsieur, merci.